Je contactais le sergent et je lui disais, il me faut des moutons, 2 moutons, pour faire un barbecue à mon peloton. C'était le code. Les 2 moutons, c'étaient les civils que nous allions assassiner. Entre 2002 et 2008, des milliers de Colombiens ont été assassinés par l'armée, puis présentés comme des guérilleros tués au combat. On les appelle les faux positifs dans le jargon militaire. Nous collons cette affiche pour représenter les 6402 faux positifs, les mal nommés faux positifs, des exécutions extrajudiciaires. Mon fils et mon neveu sont sortis une après-midi faire un tour et manger une glace. Ils ne sont jamais revenus. Ils ont été déguisés en guérilleros et criblés de balles dans un quartier du sud de Bogota. Doris Terrada est parmi ces mères de victimes réclamant justice. La plupart de ces crimes sont restés impunis. Sur l'affiche, les visages d'une douzaine de généraux. Dans les années 2000, leurs bataillons ont commis le plus grand nombre de faux positifs pour faire gonfler les statistiques de guérilleros abattus. Ils sont 13 déjà. Ils ont encore augmenté. 13 saletés de généraux. Ce que les victimes demandent, c'est qu'ils disent la vérité au pays. Qui sont les responsables de ce massacre? Les généraux, les ministres de la Défense, Álvaro Uribe, le président de l'époque? Quelques heures plus tard, en pleine nuit, ces visages seront effacés. Ça doit être ceux de l'école militaire qui ont fait ça. Ils sont juste à côté. Ils sont venus de nuit, entre 22h et 4h du matin. Non reconnu par l'armée colombienne, le scandale des faux positifs est encore tabou. Au début des années 2000, la Colombie est à feu et à sang. La guérilla des FARC contrôle une partie du territoire. Leurs ennemis, les paramilitaires, sèment la terreur avec souvent la complicité de l'armée. En 2002, Álvaro Uribe est élu président. Il a promis d'écraser les guérilleros. Il met en œuvre sa politique sécuritaire. Les années suivantes sont celles d'une vaste offensive militaire. Les résultats s'affichent en nombre de guérilleros tués. En 2008, le scandale éclate. En Noticias 1 esta noche, atención. En las últimas horas fueron capturados en el Tolima 11 soldados profesionales acusados de matar 5 civiles para presentarlos como bajas en combate. Las madres aseguran que sus hijos aparecieron muertos en Ocaña horas después de desaparecer en Bogotá. Lo único que me dijo era que se iba a encontrar con una persona para ir a hablarlo de un trabajo. Les crimes sont attribués à quelques brebis galeuses. Le prestige des forces armées colombiennes dans le cœur du peuple et aux yeux de la communauté internationale ne peut être terni par les délits commis en raison des fautes administratives de certains de ses membres. Les premières victimes à être découvertes venaient de Soacha, une banlieue pauvre du sud de Bogota. C'est le visage d'Oscar. J'ai brodé ces bordures jaunes, bleues et rouges, les couleurs de la Colombie.
notre Colombie qui a commis tant de massacres. Oscar vivait avec nous. Il avait 26 ans. Fin 2007, Oscar est sans emploi. Il part vendre des vêtements dans la ville commerciale de Cúcuta, à la frontière avec le Venezuela. Il a disparu le 31 décembre 2007. Il était 23 heures quand il nous a téléphoné pour la dernière fois. Après ça, il a disparu. Nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. La famille signale sa disparition. Sa trace sera retrouvée en 2011. Je suis arrivée à la police judiciaire et une femme m'a dit « Madame, nous l'avons trouvé. Votre fils est dans une fosse commune. Il est mort dans un affrontement avec l'armée. » C'est la pire chose qu'on aurait pu me dire. Je lui ai dit « Comment ça, un affrontement ? Il n'était pas dans un groupe armé. Rien de tout ça. » Depuis, la famille se bat pour récupérer son corps. Les militaires l'auraient jeté dans une fosse commune non encore localisée, à 500 km du lieu de disparition. Cela détruit une famille. C'étaient tous des jeunes qui aidaient leur famille. Des innocents. Ils n'avaient pas le courage d'affronter les guérilleros, d'affronter des gens qui leur répondaient avec des armes. Ce sont des lâches. Mon fils était une personne incroyable, un garçon très honnête. Nous lui avons enseigné de très bonnes valeurs. Regardez, c'est lui. Peu à peu, la Colombie découvre que la macabre pratique touchait tout le territoire. Les faux positifs se comptent par centaines, puis par milliers. Devant la justice colombienne, les procès s'éternisent ou sont classés sans suite. Seule une infime partie des coupables sont emprisonnés, de simples soldats ou des sous-officiers. 10 ans plus tard, la Justice spéciale pour la paix, la JEP, se saisit du dossier. Ce tribunal de justice restaurative opère dans cet édifice moderne du nord de Bogota. Né de l'accord de paix avec la guérilla des FARC, il est chargé de juger les crimes de tous les acteurs du conflit. C'est une nouvelle vision de la justice. La mission de la JEP est de stabiliser la paix en Colombie. Et l'un des pires crimes commis dans le cadre du conflit armé interne sont les exécutions extrajudiciaires. Les premières enquêtes approfondies de la JEP nous indiquent qu'il s'agissait d'une politique systématique. Ce n'était pas simplement le fait de brebis galeuses. C'était une action organisée par des appareils de pouvoir incrustés dans les forces militaires. La justice pour la paix reprend les archives de la justice ordinaire et mène ses propres enquêtes grâce aux témoignages des victimes comme des accusés. Dans ce système de justice restaurative, ceux qui disent la vérité ne feront pas de prison, mais des travaux d'intérêt général et des actes de réparation aux victimes. Début 2021, la justice spéciale donne ses premiers résultats pour le cas 003, celui des exécutions de civils par des agents de l'État. Elle annonce un nombre inédit de victimes, 3 fois plus que le recensement antérieur. Parmi elles, le fils de Doris. Je m'appelle Maria Doris Terrada, mère d'Oscar Alexander Morales Terrada. Je suis une des mamans de MAFAPO, les mères des faux positifs. Mon fils, en ce moment, est toujours dans une fosse commune. Je me bats depuis 13 ans pour le retrouver. Et je vais y arriver. Merci.
Nous sommes venus manifester ici, devant les locaux de la Justice spéciale pour la paix, pour soutenir leur travail et les encourager après l'annonce du recensement de 6402 cas. Ça, c'est le montage qu'ils ont fait contre mon frère. Lui a demandé aux autres qui voulait tirer. Personne n'a voulu, alors c'est lui qui l'a tué. Ils lui ont mis des armes, puis des bottes. Ils lui ont mis 2 bottes gauches, puis encore des armes. Et ils me l'ont habillé en guerriero. Dans les audiences de la JEP, on parle de la responsabilité des officiers. Mais quand les commandants viennent déclarer, ils disent qu'ils ne savaient rien des faux positifs. Ils rejettent toute la faute sur les moins gradés. Pendant la pandémie de Covid-19, les audiences de la justice pour la paix se tiennent de manière virtuelle. En visioconférence, les proches des victimes lisent leurs témoignages face aux magistrats. Mi nombre es Jacqueline Castillo, soy la representante legal del colectivo de Mafapo, hermana de Jaime Castillo Peña, muerto el 12 de agosto del 2008 en Ocaña Norte de Santander como guerrillero dado de baja en combate junto con los jóvenes de Soacha. Buenas tardes. Esto ha sido duro para mí. Estos 13 años yo no he podido todavía aceptar la muerte de mi hijo. La primera responsabilidad que tiene el presidente de la República, el señor Álvaro Uribe, el ministro de Defensa de la época. A mí me tocó, por ejemplo, en Soacha, iba a coger colectivo para irme para mi trabajo, donde había un grupo de varias personas diciendo, no, pero es que los muchachos de Soacha que mataron allá en Ocaña eran unos guerrilleros, porque el señor presidente dijo, pero muy abusivamente se paró en un medio de comunicación a decir que los jóvenes no se habían ido precisamente a coger café, sino a delinquir alrededor de Ocaña. La lucha es dura, la lucha es grande, porque estamos peleando con un monstruo de 7 cabezas, que es Álvaro Uribe. De nuevo, muchas gracias a ustedes por volver a confiar en nosotros. Aquí estamos, tratando de hacer lo mejor posible, nuestros mejores esfuerzos para hacer justicia. Pour les familles, la justice pour la paix fait naître l'espoir de voir enfin tous les coupables punis, après des années de paralysie dans les tribunaux. Sébastien Borraca appartient à un collectif d'avocats de victimes de crimes d'État. Il représente la famille de Doris. J'ai ici entre les mains 2 des 12 dossiers que le bureau du procureur général détient dans l'enquête de la justice ordinaire sur le meurtre d'Oscar Alexander Morales Tejada par l'armée de terre colombienne. Ici, nous n'avons que ceux qui ont commis l'acte criminel. Qui manque-t-il? Ceux qui ont donné une partie de l'ordre. Les accusés sont 7 soldats et 2 sous-officiers. Selon eux, Oscar a été tué avec 2 autres jeunes hommes lors d'une opération militaire contre un groupe armé. Si l'on reprend le dossier et que l'on analyse leurs témoignages, on constate de sérieuses contradictions entre eux. Le procès n'a jamais abouti, malgré les preuves contre l'armée. D'après l'inspection du corps d'Oscar Alexander Morales Tejada, il portait un fusil AK-47 avec un chargeur.
Une recherche de traces de poudre a été réalisée sur ses mains pour établir s'il avait effectivement tiré avec ce fusil, et il a été démontré qu'il n'avait pas tiré. Les chefs locaux des renseignements militaires ont ensuite confessé, pas seulement pour Oscar, mais aussi pour 33 autres victimes, que toutes ces opérations étaient fausses. Basé à Valledupar, dans le nord de la Colombie, le bataillon La Popa est l'une des garnisons les plus meurtrières. El batallón La Popa de Valledupar era una verdadera máquina de la muerte entre los años 2002 y 2005. Así lo señalaron los exintegrantes de esa unidad militar ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo menos 127 asesinatos y desapariciones habrían cometido miembros del batallón La Popa de Valledupar en apenas 2 años y medio de operaciones. Quelques gouttes pour aider à me calmer. Et si je perds un peu le contrôle et je me sens mal, j'en prendrai sous la langue. Dans un hôtel de Valledupar, Doris se prépare à retourner sur les lieux du crime de son fils Oscar, mort en 2008 sous les balles du bataillon La Popa. Sa famille, ainsi que d'autres proches de victimes, des défenseurs des droits de l'homme et son avocat l'accompagnent. Oscar et les 2 autres jeunes tués avec lui ont été transportés de Cúcuta à El Copey, à plus de 500 km. D'après l'enquête des avocats, ils sont tombés dans le piège mortel de l'armée en acceptant une fausse promesse d'emploi, probablement un travail comme journalier dans une ferme. À El Copey, Doris découvre que l'endroit où son fils est enseveli est recouvert d'une construction qui rendra plus difficiles les recherches. Regarde, des familles de disparus viennent te rencontrer. La municipalité bâtit ici un cimetière. Dans les années 2000, des dizaines de victimes anonymes du conflit ont été enterrées par l'armée quelque part sur ce vaste terrain. Beaucoup étaient des faux positifs. La justice pour la paix a ordonné l'arrêt des travaux en attendant que soient organisées des fouilles. On nous disait que les résultats se mesuraient en litres de sang, que les captures ne comptaient pas. Tout ce qu'il leur fallait, c'était des litres de sang. Et les familles des victimes ont le droit de savoir la vérité. Lorsqu'on fournissait des résultats, ils donnaient des permissions. Des permissions à des soldats qui patrouillaient 4, 5, 7 mois dans la jungle, sans jamais voir leurs proches. Cet homme était sous-officier dans le bataillon La Popa. Il a accepté de témoigner à Bogota sous couvert d'anonymat. Je suis entré dans l'armée en 2005. Je me suis engagé par amour pour la patrie. Ma famille n'avait pas les moyens de me payer des études. Suite à une faute disciplinaire, il doit fournir des résultats sous peine d'être renvoyé. Et c'est là que j'ai commencé à organiser avec le sergent des renseignements et le major les morts au combat que nous allions présenter. Le sergent était en contact avec celui qui nous amenait les personnes trompées. C'était un civil. Il est mort ensuite, dans d'étranges circonstances, à bord d'un véhicule du bataillon. Apparemment, les freins ont lâché.
Le recruteur cherchait les victimes en leur faisant croire qu'il y a une promesse de travail dans une ferme pour cueillir du café, par exemple. Ce recruteur les amène au point où ces exécutions vont avoir lieu. Dans mon cas, il les amène en ville. Alors moi, là, je vais les chercher. Comment je vais les chercher? Dans un 4x4. À qui appartenait ce 4x4? Au colonel et au major. Nous leur disions qu'ils n'allaient pas travailler à cueillir du café, mais qu'ils avaient été recrutés par les paramilitaires des Autodéfenses Unies de Colombie. Et que donc, ils devaient enfiler des uniformes. Et ensuite, on leur disait qu'on allait s'entraîner au tir. Alors, à ce moment-là, on place à distance les deux personnes qui vont être tuées, l'une à un point, l'autre à un autre point, couvertes par la végétation de la zone, et face à eux, des soldats qui savaient ce que nous allions faire, sous les ordres des commandants. Leur rôle était de les assassiner. Ils tirent sur l'un, ils tirent sur l'autre. Et voilà. Le sous-officier n'aurait pas participé à l'assassinat du fils de Doris, mais la mise en scène était souvent la même. Oscar Morales et ses deux compagnons d'infortune ont été abattus au bord d'une route de campagne, loin du village. En leur mémoire, Doris et ses proches vont y planter des arbres. C'est à cet endroit qu'ils ont rapporté le prétendu combat. La description était qu'avant le virage, ils ont affronté 10 personnes selon certains soldats, 20 selon d'autres soldats. Et à la fin, les 3 jeunes étaient au sol. Un serait tombé de ce côté et les 2 autres du côté de la rivière. Todavía no lo encontramos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, dame fuerzas para seguir este caminar. Por nuestros desaparecidos. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Por la memoria. Contra la impunidad y hasta encontrarlos. Dans tous les cas, les victimes étaient issues de la population vulnérable. Elles venaient des quartiers pauvres, ou bien c'était le voleur du quartier, ou encore des handicapés mentaux. Finalement, la cible, c'était la vulnérabilité, le manque d'opportunités, le manque d'emploi, d'éducation. Qui a donné l'ordre? Si on organise cela dans un ordre hiérarchique, alors il faut commencer par cette politique appelée la sécurité démocratique. Nous étions sous le gouvernement d'Álvaro Uribe et l'armée de terre était alors dirigée par Mario Montoya. Gabriel Rincón était lieutenant-colonel dans la 15e division de l'armée. Responsable des opérations, il validait les faux rapports lors des exécutions de civils commises par son unité. Il a avoué sa culpabilité devant la justice pour la paix. J'ai rencontré le général Montoya quand il était à la tête du commando conjoint de la région Caraïbe. La première fois qu'il m'a affronté, il m'a dit « Vous aussi devez me fournir des résultats ». Sur un ton de plaisanterie, il m'a dit « Trouvez des morts, mettez-leur un uniforme et présentez-les ». Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais cela m'a surpris. Pourquoi faisait-il de telles insinuations ? Le général Mario Montoya est le plus haut gradé à comparaître devant la justice pour la paix.
Il nie toute responsabilité dans ce massacre de civils. Mais de nombreux témoignages mettent en cause ces méthodes. Mario Montoya était l'un des piliers de la politique sécuritaire du président Álvaro Uribe. De 2006 à 2008, il assume le commandement de l'armée de terre. Il est passé devant chacun des officiers et leur a demandé « Combien de morts au combat ?» Et il nous a donné un délai. Si en moins d'un mois, nous ne commencions pas à produire des résultats, il nous relevait de nos fonctions. De nombreux commandants ne voulaient pas y prendre part et ont préféré partir. C'est une chance pour eux qu'ils soient partis. Malheureusement, nous qui sommes restés avons commencé à jouer un rôle qui a été la plus grande des hontes pour ce pays. Il existe aujourd'hui une sorte de pacte du silence dans l'armée colombienne. Les ex-militaires témoignant devant la justice le font souvent au péril de leur vie. Le colonel Rincón a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Il s'est vu attribuer une voiture blindée et des gardes du corps. Lors de sessions publiques de la justice pour la paix, de plus en plus d'ex-membres de l'armée reconnaissent leurs crimes face aux victimes. En 4 ans, plus de 600 militaires ont été entendus. Quelques généraux et colonels commencent à appeler des coupables, dévoilant toujours plus l'ampleur du scandale. Oscar Parra est l'un des 3 magistrats de la justice pour la paix chargés de l'affaire. Ce que nous avons fait, c'est exploiter les outils que la justice transitionnelle nous donne pour promouvoir une clarification profonde de la vérité, mais aussi des scénarios de dialogue réparateur. Et tout cela nous a permis de contribuer à rompre avec le négationnisme qui a caractérisé pendant de nombreuses années la réponse institutionnelle de l'État à ce phénomène. Peu à peu, nous mettons en lumière l'évidence de la généralité du phénomène, la systématicité des faits et un large éventail de responsabilités que nous allons progressivement clarifier. L'instruction durera encore plusieurs années, puis un tribunal pour la paix prononcera les sentences. Ceux qui manquent à la vérité risquent jusqu'à 20 ans de prison ferme. La justice spéciale n'est pas habilitée à juger un ex-président. Álvaro Uribe et son ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, ne sont pour l'heure pas inquiétés. Les maires continuent de demander qui a donné l'ordre. Elles poursuivent leur lutte, ponctuée de rituels, pour faire ce deuil impossible. Nous allons au lavoir, laver nos blessures, laver toutes nos douleurs, pour continuer à avancer sur ce chemin qui est bien long, bien difficile. À El Copey, l'unité de recherche des personnes disparues a localisé des fosses communes et commencé les fouilles sur le terrain vague où serait enterré le fils de Doris. Une 40aine de corps ont été trouvés, mais leur identification pourrait prendre des années. L'affaire des faux positifs n'est que l'un des noirs épisodes de l'interminable conflit colombien. Au total, il a fait depuis 1985 450 000 morts et plus de 120 000 disparus.